Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Donc je reprends une analyse de patrimoine. J'ai eu un profil vraiment que je trouvais super intéressant, que j'ai voulu vous partager, que j'ai voulu analyser en direct. C'est un peu le premier profil que j'ai où il s'agit d'un FIRE. Ça veut dire Financial Independence and Retire Early, donc en gros liberté financière. Donc c'est un petit peu le vrai premier profil que j'analyse qui est officiellement libre financièrement à 47 ans. En réalité, je vous le dis tout de suite, non, il n'a pas trouvé une formule magique pour devenir rentier à 40 ans facilement, rapidement. Il a revendu des parts d'une entreprise familiale qui avait très bien fonctionné, donc il avait touché une belle somme, ce qui lui a permis du coup de placer intelligemment son argent pour devenir rentier. Et ce que je trouvais intéressant dans son profil, c'est surtout de voir en fait qu'avec une somme qui va être aux alentours d'1 million, vous allez voir que son patrimoine est aux alentours de 2 millions au global, mais qu'avec juste, entre guillemets, juste 1 million de patrimoine, il a réussi à aujourd'hui être rentier avec finalement des revenus mensuels qui ne sont pas non plus exceptionnels, mais qui lui permettent de vivre vraiment très convenablement et en plaçant intelligemment son argent finalement. Il a réussi à être entier, arrêter de travailler, faire ce qu'il veut de son temps. J'ai changé une bonne demi-heure avec lui, j'ai trouvé son parcours super intéressant et même le personnage très intéressant, au point que je pense l'inviter sur le podcast pour qu'il nous raconte en détail son parcours. Et en gros, clairement, c'est voilà, le fire un peu typique euh, qui vraiment profite de la vie, quoi, qui profite vraiment de son temps, c'est-à-dire la moitié de son temps, il fait du sport, et l'autre moitié, en fait, il gère son patrimoine et parce que ça le passionne. Et contrairement à beaucoup de gens qui sont devenus libres financièrement grâce notamment à l'immobilier, et qui finalement ont fait tellement de choses qui après n'arrivent pas à s'arrêter et continuent finalement à lancer des business et travaillent beaucoup plus que le concept finalement de la liberté financière qui est censé nous donner du temps pour faire les choses qu'on aime et passer du temps avec sa famille ou faire du sport. Et j'ai bien aimé son profil parce que voilà, il est dans cet état d'esprit, il prend le temps pour faire du sport, pour passer du temps avec sa famille et aussi pour gérer son patrimoine parce que ça le passionne. Donc il s'appelle Sébastien, il a 47 ans, il a une TMI de 11% donc parce qu'il est paxé donc avec sa compagne, il est en séparation de biens, il a des revenus mensuels donc de 4 500 € dont du coup bah voilà vous allez voir vient clairement de son patrimoine, on va voir après le détail. Euh, Son objectif, c'est les revenus passifs, vous l'avez compris, forcément, il vide ses rentes, donc il est revenu. Son objectif, c'est d'avoir des revenus passifs, et surtout de préserver en fait son patrimoine net d'inflation jusqu'à la retraite, jusqu'à sa mort, quoi. Donc, voilà, donc il met 40 ans, il en a 47 aujourd'hui, donc voilà, il pense vivre 90 ans. Donc son objectif, c'est de garder cette rente nette d'inflation et identique pendant jusqu'à la fin de sa vie. En détail un petit peu de ce qui m'a partagé, que sur les revenus annuels nets, il y a 25 000 € qui proviennent de ses dividendes de ses actions. Alors, il n'est pas, du coup, vous avez bien compris, il n'est pas chef d'entreprise, donc c'est pas des dividendes qui se versent, c'est vraiment, il a un portefeuille d'actions en dividendes et il vit de ça, et on ira voir après son portefeuille d'actions en dividendes. Il a 15 000 € qui proviennent de ses revenus de SCPI et 7 000 € qui sont un peu divers, qui proviennent à la fois de ses fonds euros et certains placements obligataires comme le crowdfunding. Et en fait, l'intérêt d'avoir un profil comme le sien, encore une fois, c'est pas de vous dire, bah ouais, il a eu une belle somme d'argent, donc voilà, il a eu de la chance et tout, non. C'est plus histoire de dire que si un jour ça vous arrive, ou si un jour vous arrivez à avoir ce capital-là, donc on va partir du principe que c'est 1 million d'euros qui nous permettrait d'être libre, et ben, en fait, le fait de prendre le temps de s'intéresser à la gestion de son argent, à son patrimoine, le fait d'être autonome là-dessus, et ben, ça peut clairement vous permettre de devenir libre avec cette somme-là. Alors que si vous dites ok non je sais rien, j'ai envie de rien faire, et que vous donnez tout ça à un CGP ou à votre banque privée, entre tous les différents frais qui sont pris régulièrement et les placements qui souvent sont pas les idéaux par rapport à ce qui peut exister sur le marché, eh ben, on peut voir qu'il y a une énorme différence entre le fait de prendre les choses en main soi-même et le fait voilà, de tout délayer à quelqu'un qui aura peut-être d'autres intérêts que les vôtres. Donc je pense que si tu écoutes ce podcast ou cette chaîne YouTube, c'est que tu t'intéresses à l'investissement, donc c'est déjà une bonne chose. Donc je pense que tu as déjà certaines notions et que tu es dans cette démarche-là. Mais voilà, l'idée d'analyser ce profil, c'est vraiment ça, c'est de vous montrer que en prenant les choses en main soi-même ou en se faisant accompagner par les bonnes personnes, eh ben, on peut clairement arriver très facilement à devenir FIRE, libre financièrement, avec une somme bien définie quand c'est bien utilisé. Donc on va aller voir un petit peu comment est réparti son patrimoine. Donc il a son épargne de précaution voilà, sur les livrets d'à peu près 30 000 euros. Il a voilà, en gros livrets à LDD qui sont quasiment pleins mais qui lui servent voilà, d'épargne de précaution pour les imprévus. Il a une partie de son patrimoine qui est considérée comme sécurisée d'environ 400 000 euros, avec 350 000 euros sur les fonds euros de ses assurances vie ou PER. On verra après s'il a de l'assurance vie ou du PER. Et il a aussi de la trésor en PEA et compte titre d'environ 50 000, qu'il doit, je pense, garder en cas de baisse des marchés pour pouvoir renforcer. Niveau bourse, il a 70 000 euros en obligations, avec 60 000 sur assurance vie ou PER et 10 000 euros en fonds obligataires datés.
Sur les actions, c'est là que ça va être intéressant, c'est là où on va passer plus de temps, il a 360 000 euros sur le PEA. Alors vous devez le savoir, mais le maximum versé possible sur le PEA c'est 150 000, mais c'est pas le plafond, hein. Bien sûr on peut verser maximum 150 000, mais ça peut fructifier jusqu'à beaucoup plus. Donc on voit lui c'est l'exemple typique, il a dû verser le max 150 000, et aujourd'hui son patrimoine net sur le PEA est de 360 000. Il a 320 000 sur le compte titre. Alors là, je vois qu'il a mis 20 000 sur un PEA. Alors je pense qu'il a c'est peut-être certainement le PEA PME ou peut-être le PEA de sa conjointe, je sais pas. Mais je pense que c'est une erreur ou enfin, c'est pas forcément. Il peut pas avoir deux PEA, donc ça peut pas être ça. Ensuite, il a 200 000 euros d'actions sur les assurances vie. Donc il a 450 000 euros de résidence principale, donc qui est sa part de la résidence principale. Donc il possède les deux tiers. L'autre tiers est à sa conjointe. Et il a 270 000 euros sur des CPI en direct. Et c'est assez. J'ai bien aimé ce profil aussi pour ça, c'est qu'il n'a pas d'IMO locatif. C'est vraiment un investisseur passif. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'emmerder à gérer des locataires. Et finalement, ça prouve qu'on peut être fire, on peut être libre financièrement sans avoir d'immobilier physique. Alors certes, il faut le capital. Oui, il faut avoir le capital qu'il a pour pouvoir extraire ses revenus pour en tirer une rente. Mais on n'est pas obligé finalement de faire de l'immobilier locatif pour avoir de la rente. Finalement, avec juste des actions en dividendes et de la SCPI, on peut pouvoir vivre de son capital. Et ensuite en exotique, il a pas mal de choses. Alors il a du private equity, il a via donc des fonds BPI, il a des private equity donc via son PEA PME à hauteur de 20 000 euros, il a 15 000 euros en crypto, il a 50 000 euros en or, en ETF or et argent, 45 000 euros en crowdfunding IMO, et il a des vaches à hauteur de 11 500 euros, donc ça je trouve ça assez marrant aussi. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de lui poser les questions sur ça, mais je trouve ça assez marrant. Ok, donc du coup, si on va voir l'allocation patrimoine global, donc il a, alors encore une fois assez atypique, il a 45% de son patrimoine net en bourse, si on considère la RP. Et il a donc 32% en IMO, donc RP inclus, 18% en safe et 7% en exotique. Et si on enlève la RP, on a une part de bourse encore plus importante, on a 54% en bourse, 22% en sécurisé et seulement, entre guillemets, 15% en IMO, parce qu'il n'y a pas la RP, il n'y a que finalement les SCPI qui sont représentés dans son patrimoine. Et il a 8% d'exotique. C'est assez atypique parce que voilà, vous devez le savoir, la majorité des Français ont la majorité de leur patrimoine en IMO, et ben lui, c'est le contraire, il a la majeure partie de son patrimoine en bourse pour qu'il puisse vivre de ses dividendes et aussi avec ses loyers de SCPI, mais voilà, ça prouve que on peut devenir libre financièrement sans forcément avoir un patrimoine uniquement en IMO. Donc pour ceux qui n'ont pas les images et qui sont sur le podcast, en termes de chiffres, on est à 2,2 millions de patrimoine net si on inclut la RP, et si on enlève la RP, on est à 1 780 000, donc 1,8 million à peu près de patrimoine net sans la RP. Il y a à peu près 1 million qui est en bourse, 270 000 en SCPI, 150 000 en exotique et 400 000 en sécurisé. Donc sur la partie sécurisée, on va passer assez rapidement. Il a 350 000 sur les fonds euros de ses assurances vie. Voilà, c'est bien en assurance vie, c'est pas en PER. Ça m'aurait étonné aussi qu'il ait un PER dans la mesure où il est fire, il a sa retraite maintenant. 50 000 donc, de trésor PEA et CTO, et ça, comme je l'imagine, c'est pour pour garder de la trésor et éventuellement renforcer en cas de baisse des marchés. Ensuite, sur la bourse, donc là ça va commencer à devenir intéressant. On voit que sur son allocation ETF, il a beaucoup d'ETF. Il a 363 000 euros d'ETF, donc ça c'est intéressant aussi parce que sur finalement ces 1 million en bourse, les 360 000 qu'il a en ETF, c'est pas du tout ça qu'il utilise pour vivre. Il utilise ça vraiment pour la valorisation de capital. Et on voit énormément d'ETF. Alors, je vois du S&P 500, du Japan Topics, il a des fonds obliques datés, il a du MSCI World, il a du marché émergent, il a du Russell 2000, donc des small cap US, il a encore du S&P 500, il a aussi des fonds d'investissement, il a encore du marché émergent, donc encore du Japon. Alors, donc la première chose que je vois, c'est que il y a, comme souvent, un petit peu des doublons. Il y a le S&P 500 qui est avec la MSCI World, qui finalement c'est un peu la même chose, parce que la MSCI World est composée à 70% d'US, donc un peu dommage d'avoir les deux. Je vois aussi plusieurs S&P 500 et plusieurs ETF Japon. Alors je vois qu'ils ne sont pas sur les mêmes assurances vie, donc ça peut être une stratégie aussi, de se dire ok, je veux que, que chaque assurance vie soit dynamique, donc pour la dynamiser, je mets un ETF S&P 500. Donc ça peut être un raisonnement qu'on peut adopter si on veut que chaque assurance vie performe, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que si on raisonne au global, c'est un petit peu dommage d'avoir les mêmes ETF, mais vu qu'il les a sur différentes assurances vie, pourquoi pas. Après, je vois des assurances vie, je vois marqué Liberalis, Generali, je vois que c'est des assurances vie qui sont traditionnelles, donc je pense bourrées de frais, mais pour le coup,
là, mon premier conseil aurait été de dire non, mais pourquoi tu mets des ETF sur des assurances vie bourrées de frais? Ça n'a pas de sens. L'idéal, c'est de les mettre idéalement sur le PE en priorité parce qu'on n'a pas les frais de gestion et au pire sur des assurances vie, mais plutôt sur des assurances vie en ligne qui prennent le moins de frais possible. Mais honnêtement, j'ai eu la réponse, je l'ai eu au téléphone, je sais pourquoi il a fait ça et c'est lié finalement avec son objectif de SCPI. C'est qu'en fait, il a fait du levier en SCPI il y a une dizaine d'années pour pouvoir emprunter un maximum et vu qu'il n'avait pas forcément de revenus, en fait, il a nanti son assurance vie. C'est-à-dire que vu qu'il avait la chance d'avoir du coup pas mal de capital, il a mis l'argent sur ses assurances vie-là et il a nanti ses assurances vie pour pouvoir faire du levier, pour pouvoir emprunter pour faire de la SCPI. Ce qui l'oblige finalement à garder ses assurances vie qui sont pas top, il le sait très bien, mais ça a été un peu la condition sine qua non pour qu'il fasse du crédit pour ses SCPI. Donc clairement, il le sait, une fois que le crédit des SCPI est terminé et que son argent n'est plus nanti sur les assurances vie, alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est le nantissement, je le détaille au cas où. Le nantissement, en fait, c'est le fait de bloquer de l'argent sur une assurance vie, parce que ça permet d'avoir une garantie pour la banque si ne vous remboursez plus vos mensualités de crédit. Donc si par exemple, sa mensualité de crédit de SCPI n'est pas remboursée, la banque va se servir directement sur l'assurance vie, va venir récupérer l'argent directement sur l'assurance vie. C'est la garantie qu'ils prennent. Et voilà, dans la mesure où il a fait ce crédit-là sur les SCPI, il garde ses assurances vie en nantissement pour permettre de faire du levier. Donc j'ai trouvé ça très intelligent de faire ça parce que vu qu'il n'est pas de revenus pour faire du crédit, il a utilisé le capital qu'il avait intelligemment pour nantir, pour faire du levier. On va dire, si j'avais pas su ça, j'aurais dit oui, prends une assurance vie en ligne et mets plutôt sur le PEA idéalement, mais dans le contexte qu'il est, honnêtement, ce qu'il a fait c'est très bien et j'ai pas forcément de choses à redire. Outre le fait que ce qu'il prévoit de faire, c'est-à-dire une fois que l'endettement est terminé, en gros virer ses anciennes assurances vie bourrées de frais et aller tout transférer sur des assurances vie en ligne qui prennent beaucoup moins de frais. Et qui gardent finalement ces assurances vie et peut garder ces ETF là, parce qu'on va voir que finalement son PEA il l'utilise clairement pour une stratégie à dividende et son PEA est plein donc il ne pourra malheureusement pas faire différemment. Donc en réalité, garder des ETF indiciels sur assurance vie me paraît pertinent dans sa situation, mais uniquement sur des assurances vie qui prennent le moins de frais possible. Donc ensuite on voit donc son allocation de stock picking qui est finalement le cœur un petit peu de ses revenus parce que clairement c'est ça qui lui permet de vivre aujourd'hui, la majorité de ses revenus ça vient de ses dividendes. Donc on voit qu'il a une très grosse partie sur le compte titre, donc il y a environ 300 000 euros sur le compte titre avec 20 lignes environ. Donc on voit du 3M, du Amazon, du Amgen, du Coca-Cola, Comcast. On voit clairement que c'est axé actions en dividendes. Il y a des actions un petit peu de croissance comme du Amazon, comme du Microsoft aussi, mais clairement il y a beaucoup plus de valeurs à dividendes qui versent des dividendes réguliers, croissants et des bons dividendes, donc avec une sécurité du dividende qui est intéressante parce que ça lui permet d'avoir des revenus réguliers. Donc je pense à des boîtes comme Coca, 3M, Walmart, Comcast ou encore Amgen ou encore Realty Income, Procter & Gamble. Toutes ces boîtes-là, c'est clairement des boîtes pour les rentiers, pour les retraités US. Donc je pense qu'il a choisi ça dans ce cadre-là. Donc c'est clairement des boîtes sur lesquelles on va pas forcément viser de valorisation, pas forcément viser de plus-value, on va un petit peu s'en foutre de l'évolution du prix. Lui, ce qui va l'intéresser, ça va être le versement du dividende, un dividende régulier qui augmente tous les ans et qui couvre l'inflation. Et ensuite, il a du coup utilisé son PEA au maximum comme il pouvait pour ça aussi, sur des actions à dividende. Donc on voit qu'il y a pas mal de lignes. On voit donc 22 lignes sur le PEA avec une majorité d'actions françaises, enfin même que des actions françaises et je sais pourquoi il fait ça, il a tout à fait raison, c'est que pour les dividendes du coup au moins il est moins taxé, il est taxé que finalement à la CSG, que à 17,2, alors que s'il prenait des actions à dividendes européennes, il serait à la fois taxé à la source du pays européen et ensuite à la CSG quand il sort l'argent. Donc finalement là en termes de fiscalité il optimise au mieux sa rente du PEA et en plus il a pris vraiment, il a aussi un portefeuille ultra diversifié, il a des boîtes qui versent des gros dividendes type AXA, Orange, Sanofi ou Total, mais il a aussi d'autres actions un peu plus de croissance de type LVMH, L'Oréal où le dividende est plus faible mais sur lequel il va peut-être l'utiliser pour valoriser son patrimoine. Et en échangeant avec lui, il m'a dit clairement que du coup, il a son PEA finalement n'évolue pas, mais il perd pas d'argent. C'est-à-dire qu'il a ses 360 000 euros environ sur son PEA, il a à peu près 15 000 euros de dividendes qui tombent sur son PEA, il retire ça tous les ans, ça lui fait son budget annuel, et il fait pareil avec son compte titre. Alors son compte titre, ça arrive plus régulièrement parce que les dividendes sont versés plus régulièrement, en général c'est tous les 3 mois, voire tous les mois.
Et la petite nuance aussi qu'il fait sur le compte titre, c'est qu'il n'est pas imposé à la flat tax finalement, vu qu'il a une TMI 11% parce qu'il est paxé, et qu'il n'a pas d'autres revenus que ça, donc finalement ses revenus mensuels, ses rentes restent dans des tranches inférieures à 30%, et il est imposé au barème. Il coche la fameuse case 2OP qui lui permet d'être imposé à la TMI 11%. Donc voilà, petite info pour que vous ne le savez pas, si jamais vous n'êtes pas en TMI 30%, généralement, cocher la case 2OP sur votre feuille d'impôt pour être imposé au barème est souvent plus intéressant quand vous recevez du dividende. Et pour lui, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il vit clairement de ses dividendes, c'est la majorité de ses revenus. Ensuite, sur l'IMO, donc du coup, il a 9 SCPI, donc il a Patrimo Commerce, PFO2, Crystal Rente, Rivoli Avenir, LF Opportunité, Unidelta, Pierreval Santé, PFO et Corum Origine. Donc un portefeuille bien diversifié, on voit qu'il a un peu de la SCPI étrangère, il a de la SCPI française, il a de la SCPI de commerce, il a des SCPI de bureau, il a vraiment un petit peu tout, la SCPI de santé aussi, donc un portefeuille qui était bien pensé, bien diversifié. Et du coup, la façon dont il a fait ça, dans la façon dont il a fait les SCPI, il m'a expliqué qu'il a commencé dans les début des années 2010, quand les taux étaient quand même assez encore élevés. Il a fait un crédit in fine, donc c'est-à-dire qu'il ne rembourse pas les mensualités tous les mois, il remboursera son capital à la fin. Du coup, il a nanti son assurance vie, ce qui lui a permis d'avoir le crédit sans forcément avoir de revenus à côté, en utilisant uniquement son capital. Donc il a plein de propriétés, donc il touche ses loyers. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a emprunté avec un taux au début à 4%, 4-5%, et vu que les taux ont rebaissé après dans les années qui ont suivi, il a pu renégocier son crédit à plusieurs reprises, et finalement, il a payé de moins en moins d'intérêts, donc finalement, ça a augmenté son cash flow, parce que du coup, même pendant le crédit in fine, il doit rembourser les intérêts, donc c'est-à-dire sa mensualité d'intérêt a baissé au fur et à mesure du temps, parce que du coup, les taux ont baissé, donc il a renégocié ses crédits, et en plus, les loyers augmentaient, donc les loyers des CPI augmentaient, comme voilà, parce que c'était indexé sur l'indice IRL et sur l'inflation, donc du coup, ses loyers ont augmenté pendant que son crédit a baissé, donc finalement, son cash flow et son revenu mensuel a augmenté. Donc je trouvais ça aussi super intéressant de vous le partager. Et enfin, en exotique, qu'est-ce qu'il a? Il a donc du private equity, 20 000 euros sur le PE-PME, 15 000 euros en crypto. Alors, il a 50 000 euros en ETF or et argent. Alors ça, j'ai déjà en parler plusieurs fois. Je ne suis pas très très fan de l'or en papier, en ETF, parce que je pars du principe qu'investir dans l'or, c'est vraiment avoir de la valeur refuge et vraiment se protéger en cas de gros cash et de grosses crises. Et je pense qu'avoir de l'or physique, que ce soit dans un coffre-fort chez soi ou même stocké ailleurs, ça me paraît un peu mieux que de l'avoir en ETF. Après, si c'est pour faire du rééquilibrage, pourquoi pas, c'est quand même plus simple de le faire via ETF, sur un compte titre. Mais voilà, moi à titre perso, je préfère l'avoir en or physique. Ensuite, du crowdfunding IMO, il en a à hauteur de 45 000. Donc il m'a dit passer aussi beaucoup de temps à analyser les projets parce qu'il a du coup, il utilise un peu aussi ça en revenu passif. Et ensuite, il a 11 500 euros de vache. Alors ça, c'est le regret que j'ai de ne pas lui avoir demandé quand je l'ai eu au téléphone, parce que du coup, j'ai jamais entendu parler de cet invest-là, d'investir dans des vaches. Donc voilà, s'il passe sur le podcast, il viendra nous détailler cet investissement. Donc voilà pour cette analyse de patrimoine. Alors, pas beaucoup de choses à optimiser finalement, vous avez vu, j'ai pas fait beaucoup de remarques parce que en fait j'en avais eu beaucoup avant de l'avoir au téléphone, et quand il m'a expliqué un peu tout le montage qu'il a fait, en fait j'ai trouvé que ce qu'il a fait était super intelligent. Et finalement un peu la morale de cette analyse de patrimoine, c'est pas de vous dire faites comme lui machin, non, parce que forcément lui il a reçu une grosse somme d'argent, et voilà, ça ne nous arrive pas à tous ce qui lui est arrivé. Mais par contre moi ce que je trouve inspirant dans son histoire, c'est que au lieu de se dire ok, il m'est tombé 1 million, voilà, une très grosse somme d'argent, et du coup je vais voir un banquier privé ou je vais voir un CGP traditionnel qui va me placer, à qui je vais tout confier et puis on verra, non, il a dit ok, moi je vais creuser le sujet, je vais me former et je vais faire les choses bien. Et il a fait quelque chose finalement d'atypique, quoi. Il a dit ok, je vis de mes dividendes en bourse et je vis de mes SCPI. Et voilà, et comme ça j'ai mon revenu passif. Et moi, c'est clairement comme ça que je prévois d'être rentier à l'avenir. Je veux dire, quand j'aurai ce capital-là, ce qui n'est pas encore le cas, c'est exactement les deux leviers que je prévois pour mes revenus stables futurs, quand j'aurai un capital qui se rapprochera du coup de mon objectif final. Mais voilà, et je sais que c'est quelque chose d'atypique parce que quand on pense à la rente et tout, on pense souvent à l'immobilier locatif, donc du coup, mais il y a la contrainte quand même de gérer des locataires. Et oui, quand on a 30-40 ans, on a peut-être l'énergie pour le faire, mais quand on a 60 ou 70, honnêtement, moi, j'aurais plus l'énergie pour le faire. Donc, pour raison pour laquelle je favoriserai les CPI pour mes rentes futures. Et pour les actions, souvent, on imagine une rente via l'assurance vie ou via un PER, mais il y a quand même des frais d'arrêt sur rente et tout, et c'est pas ultra optimisé parce qu'il y a des frais de gestion aussi sur l'assurance vie. Alors que finalement, en prenant des bonnes actions à dividendes sur un PEA ou un compte titre, ça prouve qu'on peut aussi avoir des rentes stables et qui couvrent l'inflation sur le long terme. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu analyser ce patrimoine et vous montrer ça.
pour voilà, vous donner des idées, vous inspirer, peut-être vous motiver à épargner plus, à continuer à faire grossir votre patrimoine, pour vous montrer que voilà, il y a des possibilités pour vous générer des rentes futures, ou même immédiates, avec ces stratégies-là. Et une dernière chose aussi, c'est que voilà, je vous ai montré un petit peu en gros comment on peut être rentier finalement quand on a le capital nécessaire. Et j'ai mis beaucoup en avant du coup les actions à dividendes et les SCPI. Mais n'oubliez pas que c'est parce qu'il est dans une phase de rente, c'est-à-dire que lui il s'en fout de faire valoriser son patrimoine, même s'il a une partie qu'il laisse pour valoriser, voilà, pour le plaisir. Mais si aujourd'hui vous êtes dans une phase de capitalisation, attention à avoir des actions à dividendes pures ou faire de la SCPI pure, c'est pas forcément voilà, le meilleur cas pour tout le monde. N'oubliez pas que dans une phase de capitalisation, les choses pour aller vite, c'est souvent faire de l'immobilier physique, donc de faire du levier, créer de la valeur, passer du temps, faire des opérations à cash flow pour aller vite enchaîner les projets. Donc même si voilà, j'ai un peu taillé l'immobilier physique en disant bah ouais, il y a des locataires à gérer, c'est compliqué, mais si vous partez de zéro et que vous n'avez pas le capital que lui a eu en une fois, l'immobilier reste quand même le moyen le plus rapide. Et de toute façon, ça s'est retrouvé dans tous les épisodes que j'ai enregistrés avec les gens qui sont devenus libres financièrement, ils sont tous devenus grâce à l'immo physique. Certes, ça demande de l'énergie et du temps, et vous pouvez le faire avec de l'immobilier clé en main si vous avez la flemme et pas le temps, ou alors si vous avez le temps et forcément en maximisant les rendements en faisant tout vous-même, mais n'oubliez pas quand même que l'immo physique reste quand même un des meilleurs leviers pour aller vite, pour construire du patrimoine rapidement quand on part de zéro. Et que la SCPI, ça peut être vraiment, soit ça peut être aussi une façon, hein, en faisant du levier aussi, ou même en épargnant régulièrement pour préparer ses revenus futurs, c'est aussi une possibilité, mais on a un peu moins la main dessus, donc forcément on peut aller moins vite généralement que sur l'immobilier classique. Et voilà, du coup, j'aimerais inviter Sébastien sur le podcast. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, soit sur YouTube, soit si c'est un podcast, venez me voir sur Insta ou par mail, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresserait de la voir en direct et qu'il nous partage un peu son parcours, voilà, pour savoir si je confirme un petit peu mon intuition, que son parcours pourrait être intéressant pour l'audience. Mis à part ça, donc si vous êtes intéressé pour que j'analyse votre patrimoine, je vous mets le lien ci-dessous en description du podcast ou de YouTube et vous allez recevoir tous les éléments pour que j'analyse votre patrimoine. Et si vous voulez juste uniquement utiliser cet outil, que j'ai présenté, donc qui analyse le patrimoine global avec la partie enveloppe ici et puis ensuite la partie avec la bourse, le stock picking, l'immobilier, vous voyez, il y a l'état actuel des choses et le montant cible. Je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi bien sûr plein de camemberts et des graphiques qui permettent d'analyser tout ça. Si jamais ça vous intéresse, téléchargez complètement gratuitement ça. C'est dans la description, en 2 clics, vous le recevez par mail. Je vous mets les deux liens, donc soit pour télécharger l'outil ou pour faire votre demande d'analyse de patrimoine. Et j'attends vos retours, savoir si vous souhaitez que j'interviewe Sébastien sur le podcast. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.